Non, je proposais à notre cher livreur d'échanger un carton de BD contre un carton de Veuve Clicquot. Il est pas ok? Il est incorruptible. C'est marrant quand toi tu réceptionnes une petite livraison, c'est pas 35 cartons. Ça c'est la mise en bouche ça. Ça c'est l'apéritif. D'accord, on a hâte de voir la suite. On attend le plat de résistance là. A few moments later. Des fois j'aimerais bien être une pharmacie. C'est un métier complet, libraire, hein. La tête et les jambes, et les bras. Les bras. 16 achètes. J'en ai compté 16 en tout cas. Ça va? Ah mais vous êtes fort là. Ah franchement, vous êtes fort. Hein. Merci. Elle est en forme, ça se voit. Je suis à tout Et 16. 19. Alors non, on en a que 16 nous. Attends, il y avait les autres Non, ça c'est pas... Ouais, parce que nous on en a 16. C'est n'importe quoi, Yacine. Là. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais. Est-ce que c'est les 3? Tout de suite. Peut-être le durée elle sort pour ça. Ah, tout de suite. C'était trop beau, il n'y en avait que 16. Ouais, petit gilet. Il va te poser à côté. 19, c'est 19. Bah ouais, 19. 19 c'est 19, c'est pas 16. Ah c'est bien, on se demandait quoi faire ce midi. Ouais. Vous posiez vraiment la question? Non, non. Mais j'ai vu aussi en novembre, ça va... Ah, de toute façon on va prendre cher jusqu'à la fin de l'année. J'ai posé des congés maladie, C'est ça. je suis plus là. Sacrée réception aujourd'hui. Hein. Ouais. Avec quelques titres qui font envie. C'est rassurant parce que s'il n'y en avait pas, ce serait embêtant. Alors ça, c'est une réédition Satani, signée Velman Kerasquet. On s'en souvient pour Jolies Ténèbres, un de tes titres favoris, aussi un des miens. Et je crois aussi un des titres préférés de David PRL sur WhatsApp. C'est méchant. Je rigole avec Sony. Et ouais, Satani, œuvre très étrange. Si déjà vous avez trouvé que Jolies Ténèbres c'était glauque et poisseux, ça je vous conseille. Déjà le bouquin est superbe, donc je suis très content qu'il l'ait réédité. Tu vois un peu le. Elle était comme ça la première édition, je n'arrive pas à me souvenir. Il y a eu plusieurs éditions, regarde un peu le dos comme ça. Ouais, très bien. Voilà. Et je te montre l'intérieur. Kerasquet qui va avoir une actualité prochainement avec Au Chant des Grenouilles. Et là c'était très très différent, c'est une véritable plongée au centre de la Terre qui va virer dans un truc très très particulier. Là il faut que je le relise pour me rendre compte. C'est très dérangeant, moi je l'ai assez bien en tête. Ça, Ouais. c'est, franchement, Jolies Ténèbres à côté c'est gentil je trouve. Avec ce dessin qui fait presque enfantin, l'histoire elle ne l'est absolument pas. Voilà, si vous aimez les choses étranges, ça, c'est vraiment à découvrir. Je le relirai et puis on en reparlera certainement dans une future vidéo. Dans les belles nouveautés de la semaine, il y a aussi le Elric tome 6 avec Valentin Séché au dessin qu'on avait découvert, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais découvert avec les Métabarons. Très très bon dessinateur. On a également reçu, alors ça c'est... Moi j'ai jamais lu, hein, notamment Beta de Jens Harder, auteur allemand. Là, son nouvel album, c'est le 4e, apparemment c'est le dernier de la collection. Donc ils ressortent pour l'occasion ses autres albums. Beta Civilisation, c'est des très beaux objets. Ouais, hein, c'est chaque fois. magnifique. Hein. Regarde celui-ci également. Direction. Ah ouais, impressionnant. Très très bien. Voilà. Je te lis le résumé parce qu'il est assez révélateur. Presque 14 milliards d'années résumées en 360 pages, tel est le tour de force réalisé par Jens Harder. Ok. Alpha Direction raconte de manière inédite l'évolution des formes de vie depuis le Big Bang jusqu'à l'apparition des hominidés. Et donc, en toute logique, ça se finit avec ce 4e tome qui aborde évidemment la question de l'intelligence artificielle. Très curieux de le découvrir. Ouais, ouais. Alors là, on va pas manquer de pavés à lire cette semaine. Entre ça, Le Silent Genie. le Silent Genie et
le titre suivant que je vais vous montrer, qui s'intitule Kennedys, Wow. qui retrace l'histoire de la famille Kennedy. Hein. Ah oui, d'accord. ok. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Ce n'est pas que John Kennedy, hein, mais ça remonte à bien avant lui. Et même dispositif chez Glénat que pour La Bombe, qui était paru il y a maintenant 5 ans. Voilà, je te montre. Un beau noir et blanc. Ah oui. C'est un vrai morceau de l'histoire du XXe siècle qui va être abordé ici. Ça trouve. Ouais, c'est la même collection que La Bombe. Là, c'est signé Pélez au scénario, que nous connaissons de mieux en mieux maintenant, puisque j'ai l'impression qu'il sort une BD par semaine. C'est ce que j'allais dire. Et Katou au dessin. Voilà, c'est un pavé qui fait quand même... Excusez-moi du peu, mais là j'ai l'impression que plus de 500 pages. 500 pages pour un tarif qui est à 38 €. Voilà, certainement un des gros enjeux de notre librairie pour cette fin d'année, parce que dès qu'on parle de saga historique, BD16 est à la pointe. Et puis je ne pouvais pas ne pas vous parler de l'intégrale d'Aaron, tome 1 à 6, chez Soleil. Voilà, signé Le Breton et Grenier. Une série que j'avais adorée il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant. On est dans ce qui se fait de mieux en dark fantasy. C'est magnifique, c'est sauvage, des couleurs très expressives. Moi j'adore, il y a ce rendu vraiment peinture. Je ne sais pas, d'ailleurs c'est peut-être fait tout en peinture. Mais ça rend hyper bien. Et pour l'occasion, on a un petit ex-libris exclusif BD16. Alors c'est vrai que a priori, sur une intégrale, je n'aurais pas demandé à Mathilde de se charger de nous trouver un ex-libris, mais comme j'avais vraiment eu un coup de cœur sur cette série et que je pense qu'elle n'a jamais eu l'audience qu'elle mérite, voilà, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de... De la remettre en avant. Ouais, tout à fait. Et donc, voici l'ex-libris en question, que je trouve magnifique. Ouais. On a carrément acheté des feutres blancs pour pouvoir le numéroter. Évidemment. Tamponné au dos. Ouais. Franchement, si vous êtes un peu sensible au style fantasy plutôt sombre, n'hésitez pas, c'est une merveille. Alors, tu nous as manqué, Hugo. C'est vrai, ça fait quasiment 2 semaines avec la maladie. Ouais. Et je reviens plus fort. Bon, bah, ça va alors. Et avec moins de microbes. Oui. Waouh, c'est quoi tous ces cartons là? Ça là, Bah ouais, ça là. on va te montrer ce que c'est. On y va? C'est parti. Là, c'est une BD vraiment très attendue. Alors, hop. Vous êtes prêts pour l'éclat, le joyau? Je fais ça tout doucement. T'es prête? Oh, la beauté. Et la voilà. Je vais la sortir du carton quand même. Ouais, C'est un beau bébé. Ouais. Avec dos toilé, c'est ça? Exactement. Waouh. Et ils font pas les choses à moitié au label. Hein. Et non. Donc la nouvelle BD de Mathieu Bablé. Attendu par énormément de personnes. Bah, j'allais dire la terre entière, quoi, carrément. Ouais, je pense. Ah, on va voir ça tout de suite quand tu vas le scanner pour le rentrer en stock. Bah ouais. Imagine, il y a 0 préco dessus. Ça m'étonnerait. On va voir ça tout de suite. Hein. Tiens, on peut voir un peu les... Bien sûr, je vais te montrer la dernière page tout de suite, comme ça Avec le fin. vous n'aurez pas besoin de l'acheter. Il y a 308 pages hein, pour information. Ah oui, donc ça n'est pas sans manche. Avec un beau papier mat, comme ça il n'y a pas de reflet quand on veut vous montrer les images. Top, ouais. C'est ce que je préfère. Voilà. Et pour la suite, eh ben, il faudra l'acheter. Ah ouais. Et voilà, donc sois rassuré Mathilde, il y avait quand même quelques précommandes. Ouais, j'ai eu peur. Bon bah c'est parti. Hein. Ici. Donc là il y a carrément un arbre de la forêt amazonienne qui est parti en étiquette. Tu pourras faire un flashback avec le carnet de l'apothicaire du coup. Je crois qu'il y a moyen que je puisse faire ça. Ça va, Florian? Oui, j'essaye de tous les récupérer mais c'est infini. Ça ne s'arrête jamais. Tu connais la scène dans Harry Potter où t'as toutes les lettres qui arrivent dans le poignet? Bah c'est ce que je vis là. Ouais, Eh pas ben, mal, écoute, pas mal. On en a
énormément. Ce qui fait plaisir, vous avez de bon goût. Et à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel aussi, puisqu'il y a carrément le vinyle de Silent Genie qui est signé The Toxic Avenger qui sort et qui est disponible au magasin. Voilà. Regarde ça. Magnifique. Franchement, Si vous n'avez pas de lecteur de vinyle, c'est pas un problème. Soit vous en achetez un, soit vous utilisez ça comme déco. exactement. Vous pouvez le mettre comme ça, dans vos toilettes ou autre en tout cas. Vous l'encadrez franchement. carrément. Hein. Ouais. Et il y avait déjà eu apparemment des vinyles pour carbone et silicium, Ah oui et ils sont épuisés maintenant, donc n'hésitez pas trop, parce que c'est certainement un objet qui va devenir un collector au fil des années. On filmé pendant les préparations de colis. Exactement. Je regarde si tu fais bien les colis. De toute façon, je signe de mon nom, donc s'il y en a un qui arrive... J'ai dit, tu peux pas te cacher. Ouais, je peux pas me cacher. Il y a eu beaucoup de commandes sur Ça n'arrête pas. Là, ce qui marche très très fort, c'est évidemment les gardes de Lucas. D'ailleurs, Ah oui. grâce à Deman Edition, qui nous a envoyé un petit cadeau imprévu, on va faire gagner à l'un d'entre vous, ou plus précisément à 3 d'entre vous, ce petit set de goodies, avec notamment ce porte-clés en métal, des silhouettes, le marque-page, bon ça on l'avait déjà mis dans le... Voilà. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que à la fin de la semaine prochaine, on va faire un tirage au sort avec tous les gens qui nous ont acheté les gardes de Lucas, soit le tome 1, soit le tome 2, au magasin ou sur le site internet. Et une main innocente, peut-être la tienne Mathilde, va tirer au sort 3 personnes. Et ces 3 personnes, on leur enverra ce petit kit exclusif et rarissime pour les remercier d'avoir choisi BD16 pour acheter les gardes de Lucas. Je sais pas pour toi Flo, mais là depuis tout à l'heure je n'emballe que du garde de Lucas. Est-ce que toi t'as quelque chose qui sortait un petit peu... Ah, j'avoue que Garde de Lucas, ça ressort beaucoup. Il y a le Hélène de Windorn aussi, il y en a beaucoup. Hélène de Windorn, on a eu énormément de commandes. Ouais, j'espère que Lex Libris vous fera plaisir avec. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Bah, comme j'avais montré, hein. Toutes les salles de génie, ils vont partir. Ah ouais, donc tout ça, ça va faire des colis. Ok, super. Et puis encore beaucoup de contrapasso. Il y a eu aussi pas mal de Solideo Gloria, mais bon, malheureusement là il est en rupture. Mais on va en récupérer à partir de la 3e semaine d'octobre. Ouais. Et donc là on Et va là, mettre le on- paquet dessus parce Là, on que va vous en parler. on y croit à mort. Bah, ça fait un moment qu'on se retient d'en parler justement Ouais. parce qu'on sait qu'il en aura impression. Bah ouais, on va en parler, c'est un de nos gros coups de cœur en commun d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Donc, on est pressé de pouvoir Coup de en cœur, parler. coup de foudre. Coup de foudre, ouais, par contre, coup de foudre sur cette BD. Encore une qui va finir dans la bibliothèque perso. Est-ce qu'il y a des belles nouveautés? On a eu des grosses suites, je ne savais pas que ça sortait aujourd'hui, on a eu, pour tous les amateurs, Blue Lock, J'ai le l'impression tome qu'il 20. sort toutes les semaines, lui. Bah c'est très rapide à un moment, je sais pas si c'est tous les mois ou tous les 2 mois, mais ouais c'est... Ouais, d'accord, c'est une parution assez Ça s'enchaîne, rapide. je pense même. Est-ce qu'on n'a pas retiré le tome 28? Non, ça va. Une fois, parce que ça nous est déjà arrivé, on a mis le nouveau tome et il y avait encore l'ancien tome en nouveauté. Qu'est-ce qu'on a eu de beau? En plus, du coup, la semaine dernière, j'étais pas là et j'ai raté des grosses sorties comme Inyo Asano. Ouais. Ah, si. Alors, ça, je l'attendais avec impatience. Mitsuru Adachi, le maître du School Life et du Slice of Life, donc le tranche de vie. À chaque fois, il fait des séries toujours autour de lycéens et de relations lycéennes amoureuses. Oh, qu'est-ce que... Il est bon. Ah non, vraiment. C'est toujours très très doux, c'est toujours très très beau. Il y a Katsu qui est sorti dans le milieu de la boxe, mais il arrive à faire que la boxe ne soit pas forcément que en premier plan. Des fois, il le met en fond, des fois, il le met en avant. Il est vraiment très très bon. Il y a une autre série, Yatari, je crois, qui est sortie récemment, pareil sur le baseball. C'est un auteur qui remet en avant ces dernières années, et je vous conseille, si vous aimez bien les mangas de sport, de tranche de vie, ah c'est beau. Alors tu veux qu'on parle un peu de mes bonnes lectures de la semaine écoulée? Bah, si t'as le temps, carrément. Bah écoute, on peut au moins commencer, puis si on a interrompu, on reprendra plus tard. Exactement. Moi j'avais très envie de te parler du dernier Étienne Davodo, Là où tu vas, voyage au pays de la mémoire qui flanche. Donc comme vous vous en doutez, ça parle évidemment
de la maladie d'Alzheimer. Il se trouve qu'en fait la compagne Françoise d'Étienne Davodo est infirmière et qu'elle s'occupe en fait de personnes atteintes d'Alzheimer. Et Étienne lui a proposé en fait de l'accompagner dans ses visites quotidiennes auprès de ces malades pour mieux comprendre comment vivent les malades, les accompagnants, la famille, les aidants, les soignants, pour essayer d'adoucir un petit peu la vie de ces gens qui souffrent de ce mal qui est un des plus grands maux du siècle. Moi en fait c'est ce que je préfère chez Étienne Davodo, c'est quand il nous parle de sujets de société, alors que ce soit par exemple avec le droit du sol qu'il a fait il y a quelques années, ou évidemment avec les ignorants, ou encore avec Cher pays de notre enfance. Et je trouve qu'il a à chaque fois une approche extrêmement intelligente des sujets qu'il aborde, et celui-ci ne fait pas défaut, puisque voilà, on retrouve son style noir et blanc, des couleurs gris mais toujours très doux en fait, et puis il y a une intelligence dans la manière de parler avec les personnes concernées par les problématiques rencontrées ici, qui est toujours extrêmement pertinente et intelligente, parce qu'il va essayer de creuser un petit peu les sujets. Il fait jamais dans le spectaculaire, jamais dans le larmoyant, mais toujours en essayant de questionner ces gens sur la manière dont ils font pour vivre avec des personnes qui souffrent d'Alzheimer, et je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Enfin, c'est d'une grande intelligence, et c'est vraiment une de mes plus belles lectures de cette rentrée. C'est très émouvant aussi, et puis je pense que des personnes qui dans leur entourage, ou même des malades eux-mêmes, seront très intéressés de lire ce témoignage que j'ai trouvé très fort. On change complètement de sujet, quelque chose de beaucoup plus léger, que j'ai relu avec grand plaisir. C'est Fear Agent. C'est signé Rick Remender, Tony Moore et Jérôme Opeña. Alors c'est sorti au début des années 2000, à l'époque ces auteurs n'étaient pas encore très connus, mais entre-temps ils ont publié quelques chefs-d'œuvre du comics. On voit par exemple ici les titres de Rick Remender chez Urban Comics. C'est malin d'ailleurs parce qu'ils ont fait une frise chronologique qui débute avec Fear Agent, et après on voit qu'il a signé des œuvres comme Black Science, comme Deadly Class, Seven to Eternity avec Jérôme Opeña d'ailleurs, Sacrifice tout récemment, ou les Star Seasons encore plus récemment. Fear Agent, c'est l'histoire d'une espèce de mercenaire de l'espace qui s'est complètement perdu dans les vapeurs de l'alcool, un petit peu à la façon de Helen de Windhorn, mais bon, beaucoup plus destroy. Et puis, en fait, il va être tout à coup investi d'une grande mission. Tout simplement, sauver la Terre. Et pour ça, il va faire un voyage dans le temps. Et on va l'accompagner dans ce voyage dans le temps, avec d'autres comparses, d'autres agents comme lui, Fear Agent. Et moi, j'ai adoré cette relecture, puisque c'est sorti il y a plusieurs années maintenant chez Achilleos. C'était sorti tout d'abord en plusieurs volumes cartonnés, puis en une énorme intégrale difficile à lire. Là, Urban a pris le parti de le rééditer dans leur collection paperback. Donc c'est des volumes assez épais, puisqu'il y a plus de 300 pages, quand même. Très souple, très agréable à lire. Disons que là on n'a pas le sentiment de tenir un pavé entre les mains, mais ça se lit vachement bien. C'est un pur récit SF très pulp dans le style, très décontracté, mais avec une intrigue qui se complexifie au fil des pages. Et puis alors il y a une évolution au niveau du dessin, puisque on a d'abord du Tony Moore qu'on retrouve aussi dans les débuts de Walking Dead, et ensuite Jérôme Opeña. Alors c'est pas le Jérôme Opeña virtuose de Seven to Eternity, mais il y a quand même déjà du style, comme on peut le voir ici. Voilà, donc tu vois, t'as un peu affaire à une espèce de Yann Solo, quoi. Le mec, c'est un peu un anti-héros super cool, qui est prêt à n'importe quoi pour atteindre ses objectifs. Mais voilà, moi j'ai adoré, c'est une lecture très très détente, comme dirait notre cher Hugo. Je vous le conseille vivement. Donc, plus de 300 pages, pour le prix de 31 €, mais je trouve que c'est une édition qui se tient vraiment bien. J'avais une petite crainte, parce que c'est vrai qu'on en discute beaucoup sur la commu WhatsApp, notamment. On a sur la communauté WhatsApp un canal comics qui est très actif, où les gens disent ce qu'ils pensent vis-à-vis des éditeurs, que ce soit Panini, Urban, 404, etc. Et c'est vrai que quand la collection Paperback est sortie, on était peut-être un petit peu déçus d'apprendre que Fear Agent en ferait partie, parce qu'on savait qu'on s'attendait plutôt à une version grand format, comme par exemple l'intégrale de Saga. Mais finalement, je trouve que ça colle vraiment bien avec l'atmosphère de Fear Agent. Donc voilà, je vous le conseille vivement, c'est une super lecture. C'est très très lourd. Ah, ça ressemble à du Will McPhail, ça. Ouais. Hop là. L'amour et la vermine, une sélection de dessins du New Yorker, rien que ça, par Will McPhail, l'auteur de Au-dedans. Tiens, j'entends la porte qui s'est claquée.
Ne serait-ce pas Flo. C'est Flo. C'est moi. J'arrive. J'ai mon cul vu qu'il fait froid, mais je suis là. Et oui, BD16, on vit au fil des saisons. Hein, C'est parce que ça. Comme on ne veut pas faire monter la facture d'électricité, on ne branche pas encore le chauffage. Jusqu'à mi-novembre. De toute façon, c'est bon, il y a des cartons à faire, on se réchauffe comme Ouais, ça. c'est pour ça, là, on s'active Hein dans le studio. Au pire, on fait un petit bras zéro dans la cour de l'immeuble. Je suis sûre qu'ils seront ravis, les copros. Petit bras zéro avec les cartons. Puis après, on a tous les coproprios qui vont descendre et petit barbecue à la fin. Ouais, c'est Ouais, vrai, parce j'aime que hier, il y a Hugo, il parlait d'autodafé. Bah, je pense qu'on peut faire un autodafé dans la cour. Ah non, surtout là, on a des bonnes sorties, on va éviter. La facture d'électricité de la copro va bien réduire là, grâce à nous. Flo, Oui. ça tombe très bien que tu sois là. Ouais. Là, j'étais en train de sortir le nouveau Will McFly du carton, Ok, qu'on va lire prochainement. bien sûr. Peut-être que pour l'instant, on va parler des lectures qu'on a déjà eues, Oui. et des lectures en commun. Effectivement, on a le Silent Genie. Ah bah, vas-y. C'est parti, let's go. Qu'on a reçu hier en boutique. Flo, il avait triché parce qu'il l'avait eu en SP, donc du coup, il l'avait lu un petit peu en amont. C'est ça, ça y est, le secret Et dévoilé. moi, du coup, je me suis empressé de le lire hier soir, au péril de mes 8 heures de sommeil, pour t'accompagner dans cette présentation. Et sacré pavé, donc hier, t'as dû prendre du temps pour le Ouais. lire. Déjà un très bel objet. Je Ouais, pense que c'est magnifique. important de montrer un petit peu la qualité de conception. Quoi qu'on a Avec peut-être la déjà On fait. avait déjà montré hier, Avec le mais dos on peut toilé. le montrer. On peut remontrer, voilà. Allez. Du coup, on va parler de Silent Genie. C'est fini la trilogie de Babelais sur le côté science-fiction. Ah, c'est vrai que t'as raison. C'est vrai Ouais. que c'est une trilogie finalement. Parce que sur son premier Shangri-La, on était sur le paradoxe temporel. Carbone et silicium, c'était plus l'intelligence artificielle et le transhumanisme. Et là, c'est le côté vraiment post-apocalyptique. Ouais, environnemental. C'est ça, Ouais. avec une ambiance très Mad Max. Je vais te montrer quelques planches quand même, je vais essayer d'en trouver. Hop. Tu vois, t'as des doubles pages magnifiques comme ça. Celle-là, ouais. Ouais. Et pour vous pitcher un petit peu l'histoire, donc on comprend qu'on n'a pas réussi à faire une sorte de transition écologique. On a perdu plein d'espèces vivantes, notamment les abeilles. Il n'y a plus de pollinisation sur la Terre. Et on va suivre l'histoire de Jenny, une femme qui vit justement sur une monade, véhicule qu'on vient de voir à l'instant sur la Une double page. espèce de bateau, mais sur roue Ouais. finalement. Ambiance un peu à la Mad Max, Mm. parce que ça, on va avoir cette histoire qui se déroule dans un environnement désertique, et on a une certaine partie de la population qui arrive justement à explorer les terres et à vivre sur ces sortes de villes terrestres. Ouais, c'est une espèce de mode de vie un peu alternatif. C'est ça. Clairement, qui est présenté par Babelais. Et on retrouve pas mal de ces thématiques qu'il avait déjà exploitées dans ses titres précédents, c'est-à-dire on va avoir une méga corporation qui maintenant dirige le peu d'êtres vivants qu'il reste. Mhm. Et notre personnage principal navigue entre ces deux mondes, entre le monde des nomades et le fait qu'elle travaille pour cette méga corporation. Ouais. Pourquoi ? Pour retrouver une trace d'êtres vivants, et elle espère un futur possible pour l'humanité. Donc super récit post-apo, pas mal de thématiques qui sont abordées, notamment, on l'avait aussi dans Carbone et Silicium et Shangri-La, mais côté très introspection du personnage principal. Et C'est vrai que c'est un personnage qui se cherche en fait, qui cherche un peu un sens à sa vie. Et, et qui met tout justement tout son espoir dans ces fameuses recherches. Ouais. Ce qui crée une dualité au niveau de sa personnalité. Travailler pour une méga corporation tout en essayant d'adapter un mode de vie nomade. Et il y a une autre thématique très importante, on n'en dévoile pas trop, hein. C'était la thématique qu'il avait apportée dans Adrasté, sur la mortalité. Ah Et oui, Jenny va se poser énormément de questions sur justement... excusez-moi pour le justement. Elle va se poser pas mal de questions sur sa propre mortalité. Donc énormément de thématiques qui sont abordées dans ce récit. Super récit de SF. Je vais retrouver encore quelques pages parce que honnêtement son en tout travail- cas, pendant que tu cherches la page, Ouais. moi je trouve que c'est certainement son œuvre la plus dense en termes de philosophie, de réflexion sur l'avenir de l'humanité. Je trouve que plus les albums ont passé pour Mathieu Babelais, plus, je dirais, il est devenu militant dans son propos. Là, en abordant la thématique environnementale, le futur de l'humanité, les autres sujets que tu avais évoqués auparavant. Donc, on est vraiment entre la science-fiction et puis un véritable essai sur le devenir de l'humanité. Mais je trouve que c'est hyper ambitieux et en même temps, ça reste digeste. C'est-à-dire que ça pourrait être
lourd, tu vois. Bah, quand on évoque toutes les thématiques qu'on a pu trouver dans ce récit, Ouais. on se dit est-ce qu'il va réussir à gérer toutes ces thématiques, et j'ai l'impression qu'il se bonifie avec le temps. C'est-à-dire que ce qu'il a pu apporter dans ses premiers tomes avec La Belle Mort, Shangri-La, pour moi à chaque fois il arrive à cocher les bonnes cases et de mieux en mieux. Oui, et ça je suis d'accord avec toi, c'est vrai que j'ai souvenir que dans Shangri-La et un peu moins dans et un peu moins dans Carboné Silicium, des fois ça faisait un peu philosophie facile, tu vois. Et là je trouve qu'il y a une intelligence dans le propos, il y a une pertinence qui s'est vraiment enrichie par rapport à ses précédents albums. Je suis pas étonné qu'il ait mis 4 ans. Ouais, c'est 4 ans. 4 ans de travail pour cet album. Déjà parce que il y a du dessin, il y a un boulot, c'est magnifique. Bah, quand je te parlais, tu sais, le côté un peu Mad Max, et on les voit se déplacer juste, dans cet univers désertique. Il y a un petit côté Blame aussi, lorsqu'elle se retrouve justement à la recherche de l'ADN d'abeilles, c'est ça? Donc on en a pas trop parlé, mais Ouais. Pour pas trop dévoiler non plus l'histoire, il y a ce côté en fait microïde. Oui. Elle travaille pour cette corporation, ils se mettent en mais minuscule. je voulais pas du tout dévoiler quoi que ce soit, mais Ouais. dès le début on la voit à la Bien recherche sûr. de cire d'abeille ou d'ADN, et il y a ces passages vraiment quasi muets. Ouais, parce que Qui m'ont vraiment évoqué Blame, parce que dans Blame aussi le personnage principal était à la recherche de l'ADN du dernier être humain. t'as tout à fait raison, je me demande s'il n'y a pas une grosse inspiration. Voilà, Parce que dès les très premières organique pages, le dessin. et si tu veux, on pourra te montrer les premières pages du premier tome de Blame, où on a le personnage principal qui est sur un pont et qui va rencontrer. Oh là-bas. Ah, on a plus mince. Quel dommage. Je vais trouver sur internet. Mais oui, tu as tout à fait raison. Pour moi, quand j'ai lu les premières pages, j'ai ressenti cette introduction comme on a dans le premier tome de Blame. Ah bah ça me rassure, parce que vraiment je me suis dit tiens, ça m'a sauté aux yeux. Mais je pense que il s'est inspiré aussi de beaucoup de BD, films ou autres qu'il a pu voir. On parlait de Mad Max, on parle de Blame. Il s'est nourri de tout ça, je pense. Et dis-moi, j'ai une question pour toi, est-ce que tu as écouté la bande-son en lisant la BD? Non, pas cette fois. Ah. Alors Parce qu'en plus, je vais la relire une seconde fois. Je l'ai lu en 2 fois, et dans le RER et métro. Donc, Ouais, donc c'est un peu dommage. Donc, ça j'ai mérite apprécié. une relecture. parce que le récit est super, les dessins sont magnifiques, mais je sais que je vais la relire encore une seconde fois posée chez moi. Avec la playlist cette fois. voilà, alors justement, pour ceux qui souhaiteraient une expérience totale, nous avons à la librairie une dizaine d'exemplaires du vinyle qui a été fait spécialement pour l'occasion, donc de la musique composée par Toxic Avenger pour l'album de Mathieu Bablé. Là, on est quand même sur une méga production en bande dessinée, il y a un trailer, il y a une bande son, il y a la BD, c'est... Et j'ai voilà. pas encore de lecteur vinyle, mais j'ai envie de craquer, du coup. Bel objet dans tous les cas. Alors si on peut aborder juste un petit bémol, parce que c'est quand même une question qui revient très souvent dans la commu BD16, puis globalement pour tous les amateurs de BD, c'est le prix. Parce que pour la première fois, on se retrouve avec un album du label qui franchit allègrement la barre des 30 €. C'est vrai qu'on était tout le temps en L'album dessous est des à 30 €. 31,50 ou 32,50. Il est à 31,90. Voilà, Exactement. 31,90. Le précédent devait être dans les 25 €, donc il y a une vraie On était augmentation toujours de en prix. dessous des 30 €. Ouais. Mais en revanche, il est extrêmement long à lire, la fabrication est magnifique, donc je pense que voilà, effectivement, c'est un peu au-dessus des standards du label en termes de prix, mais la qualité est vraiment au rendez-vous, donc voilà, faut pas que ce soit un obstacle trop important pour vous. Bon Flo, je te sens chaud, donc Ouais. je te propose qu'on aborde notre deuxième méga coup de cœur de la semaine. Grave. Il s'agit de Mujina Into the Deep. De Asano. Franchement, super récit. Je vais quand même montrer les dessins, parce que les dessins d'Asano, moi, à chaque fois, ça me surprend au niveau des visages. Et On je a les crois que même Mathilde, qui déteste le manga comme le rappelle à chaque vidéo notre cher Owen, Oui, a mais les dit que les dessins, dessins- ouais, les dessins, je trouve sublimes. J'ai montré quelques. Limite, Oh, celle-ci, à elle deux était doigts un peu. Vu que je préfère. Je foutrais. Ok, ouais, parce qu'il y a du contenu quand même adulte dedans. oui ça on sera obligé de le préciser. Ouais, hein. sexualisation, il y a de la violence. Donc, Et est-ce qu'on pourrait s'arrêter avant que tu l'ouvres Ouais. le bouquin sur la beauté de la couverture? magnifique. Hein. Il faut savoir que Kana, pour chaque série de Inyo Asano, soigne particulièrement le design, enfin l'objet en lui-même. Là, alors je sais pas si vous arrivez à deviner le titre, mais dans une espèce de vernis transparent qui est magnifique. Bon, il communique sur le fait que c'est l'auteur de Poun Poun qui est Bien sûr. peut-être le plus grand succès commercial de Inyo Asano. Et puis, mais sinon, quand tu le regardes, comme toi tu l'as, Ouais. il n'y a pas grand-chose qui te dit le titre ou le C'est vraiment l'auteur, au hein. niveau de. À l'intérieur de la couverture, Ça on peut se rendre interpelle. compte. Ça interpelle.
Ce que je voulais juste ajouter, en fait, c'est que c'est pas un énorme vendeur, Inyo Asano, mais chez Kana, ils savent qu'ils tiennent un auteur majeur, un auteur qui va marquer son époque. C'est un des plus grands mangaka vivants, Ah oui. avec Matsumoto. Ouais, Vraiment. ouais. Non, mais Cœur c'est commun vrai. sur Matsumoto. C'est vrai, et du coup, je pense que Kana, ils ont une vision un petit peu à long terme sur ce genre d'auteur. Ils se disent, ok, c'est un investissement, ça coûte cher à fabriquer, mais à terme, posséder dans notre catalogue un auteur de la trempe d'Asano, ça mérite de faire un effort. Puis je te cache pas, chaque manga que j'ai lu d'Asano, pour moi, ça a été une claque, Bah ouais. honnêtement. Donc à chaque fois, un succès fou. Que ça soit critique ou quand même au niveau des ventes. Hein. Ouais. C'est Ouais, pas un ça One reste des bonnes Piece. ventes, ouais. Mais honnêtement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Bonnie Poon Poon, il a cartonné avec le Pass Culture. Ça fait partie Ah, des c'est titres étonnant, qui ont ça. tiré leur épingle du jeu avec le Pass Culture, au même titre que Berserk, que One Piece, que Vagabond aussi. Et si ça vous intéresse, série courte d'ailleurs, Bonnie Poon Poon, parce qu'on est sur 13 volumes. 13 volumes. Donc super récit, mais là on est plus sur côté tranche de Ouais. vie, alors que là on va être vraiment dans un côté Alors voilà, action. vas-y, nous en plus sur ce titre. Ah bah on est sur un côté un peu dystopie au niveau au Japon, Ouais, bien tout à sûr. fait. On va suivre, on comprend que les citoyens sont classés en deux castes. Ouais. Ceux qui ont une right card qui permet d'avoir accès au transport, à la santé, vivre une vie de citoyen lambda. Ouais, carte de crédit, etc. Et donc les citoyens qui n'ont plus accès à cette right card, qui sont Donc privé, tu disais de droits Ouais. droits civiques. droit à la santé, ouais. ils ne peuvent plus prendre les transports, ils ne peuvent même plus payer dans certains commerces. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a les Mujina. Alors, c'est quoi ces Mujina? Ce sont des assassins à la solde de n'importe qui. Ça peut être un particulier, Ouais. une société. Tant qu'ils sont rémunérés, ils vont assassiner. De véritables tueurs à gages, quoi. Oui, sans foi ni loi. Mm. Ils sont vraiment là uniquement pour l'argent. Et on va suivre l'histoire justement d'une... Désolé encore une fois pour le justement. On va suivre l'histoire d'une Mujina un peu mutique au début. Ouais, c'est vrai. Qui va se retrouver liée à une affaire sordide. Et son comportement va sûrement changer en faisant la rencontre d'une jeune fille. Mm. Mais j'en dévoile pas plus sur Non, l'histoire. non, mais de toute façon, je dirais que même tout le tome 1, il pose beaucoup de questions. Ouais. Et il n'y a pas de réponse pour C'est l'instant. vraiment une introduction à l'univers. Hein. Après, c'est du Asano. Quand tu lis le premier tome de Dead Demon, c'est pareil. T'as plein de questions dans le premier tome, t'as aucune réponse. Donc ça peut t'es un peu déstabilisé. Après, voilà, faut faire confiance. Bien sûr, il construit son univers et vu qu'il a toujours eu des scénarios très qualitatifs, surtout au niveau de la profondeur Ouais. des personnages. Moi, j'attends de voir le développement de ces personnages, voir ce que ça va donner sur la durée. Je te laisse continuer, je vais répondre. Ouais, bien sûr. Et je vais te remontrer quand même quelques pages parce qu'à chaque fois on parle du travail d'Asano. Ouais. Tu vois, même sur les mouvements, les scènes de combat, Ouais, c'est magnifique, les visages aussi. il a un truc à chaque fois, c'est au niveau du regard. Il arrive à transmettre les émotions. Bien sûr, j'allais dire, j'ai rarement vu ça en manga, mais c'est faux. Il y a de super mangas. Mais lui me touche particulièrement dans son trait de dessin. Et je trouve que ça soit des récits intimistes ou plus portés sur le côté action et compagnie, il arrive à toujours donner une profondeur au personnage. Donc je sais pas exactement de quoi, à part les flots, mais non, t'embête pas. Moi, tout ce que je voulais dire en fait, c'est que j'aime beaucoup en fait l'évolution de la carrière de Asano, parce qu'en fait, tu vois, je pense que je relirai pas forcément Bonnie Poon Poon aujourd'hui, Puis c'est dur. en le vivant de la même manière aussi, parce que je l'ai lu beaucoup plus jeune et que peut-être qu'il abordait des thématiques qui me touchaient plus à l'époque. Et maintenant, je suis très friand en fait de ces nouveaux récits. Alors déjà, il y avait Errance où il abordait la crise de la quarantaine, donc c'est quand même un problème qui aurait pu me concerner. Et puis Dead Demon, c'est un super récit de science-fiction qui, comme tu disais très bien, présente beaucoup de profondeur. Et je trouve que dans Mujina Into the Deep, on retrouve cette exploration de... En fait, j'ai l'impression qu'il s'éclate, Asano. C'est-à-dire que il aborde ces sujets de prédilection, qui ont rapport notamment à la sexualité, l'adolescence, etc. Ça peut toujours être un petit peu malaisant aussi avec lui. Bon, Parce voilà, que on très sait- réaliste. c'est très réaliste, très cru, mais c'est ça qui Ouais. peut provoquer le malaise, c'est qu'on n'a pas l'habitude forcément qu'un auteur aborde de façon aussi frontale des thématiques aussi crues. Mais en même temps, il y a une vraie histoire derrière qui est passionnante, ultra prenante, un vrai thriller. Et puis moi, ce que j'ai aimé, c'est, comme tu disais, c'est une dystopie, ça se passe dans le futur, mais les personnages se battent avec des sabres, et il y a des pauses dans certains combats qui rappellent vraiment les grands films de Shambara, que ce soit Les Sept Samouraïs, que ce soit Baby Cart, etc. Voilà.
tu pourrais te croire, si t'enlevais l'anorak et que tu lui mettais un kimono, que t'es face à un samouraï. Face à un samouraï. Et j'aime beaucoup comment il a réussi à introduire ces éléments dans le récit. J'en montre une autre parce que quelques pages après, ce dont Thomas parlait, avec notre personnage principal. Voilà, donc en tout cas, moi j'ai adoré et il a déjà rejoint ma bibliothèque personnelle et j'attends avec impatience la suite. On n'a pas d'infos sur le nombre de tomes pour l'instant. Tu demandais, tu as la réponse. Merci. Voilà, donc super bon gars, n'hésitez pas. Beaucoup de colliers aujourd'hui encore, Hugo. Qu'est-ce qu'on appelle beaucoup, qu'est-ce qu'on appelle peu. T'as raison, tout est relatif. C'est ça. Il y en a toujours. Je pense qu'on doit encore en préparer une trentaine. Oui, non, mais... Ah, c'est bien, ça fonctionne. Mais ça demande beaucoup de manutention. On a un commentaire. Bonjour à toute l'équipe, une belle fin d'année BD se profile à l'horizon. Bon, pas pour le porte-monnaie. Jonathan. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Merci Jonathan. Merci Jonathan. Du coup j'ai écrit le mot pour le monsieur qui nous a passé la commande et je m'excuse pour son porte-monnaie. Mais... Merci à vous du coup, comme ça on peut se nourrir. J'ai décidé de faire une pause, j'ai trop travaillé. T'as bien raison. On va t'enchaîner là. Ouais, c'est clair. Et cette fois, c'est moi qui me retrouve derrière la caméra parce qu'on va parler d'un de vos coups de cœur communs, pardon. Il s'agit du nouvel album de Jean Dittard. Oui, Jean Dittard qu'on a adoré pour Les Illuminés, pour Florida évidemment, pour J'accuse qui était très ambitieux aussi. Et puis là, il nous revient avec Les Sentiers d'Anahuac. C'est une histoire qui se passe au XVIe siècle, au Mexique, 20 ans après l'arrivée des conquistadors. C'est ça. En fait. Et on va suivre un jeune indigène, je pense qu'on dit comme ça. Bien sûr. Et qui en fait hésite entre les croyances de son peuple et les croyances des Espagnols qui sont arrivés, donc le christianisme. Enfin, c'est pas qu'il hésite, c'est qu'il se laisse complètement... en fait, comme tu le dis, lui, il est né après la grande conquête espagnole. Ouais, donc il n'a pas connu ses vraies origines. C'est ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va faire la rencontre d'un prêtre, donc le prêtre Bernardino, qui a vraiment écrit le Codex de Florence. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est presque documentaire. Tout ce dont il raconte, c'est vrai. D'ailleurs, il a écrit avec Romain Bertrand, qui est historien. Voilà, donc c'est pas du tout fictionnel. Hein, comme énormément de détails, ouais. Et puis il a pu s'appuyer sur ses connaissances. Ouais. Mais donc lui arrive effectivement. Il rencontre le prêtre Bernardino lorsque un chef aztèque se fait exécuter. Oui. Et à partir de là, il va commencer à s'intéresser à la foi chrétienne, sauf qu'on va comprendre que les Espagnols, les colons espagnols, essayent d'évangéliser le peuple par la force, et le père Bernardino, lui, a une approche plus pacifique de cette évangélisation. Il veut comprendre le peuple aztèque, le peuple mexicain, pour mieux leur apprendre la foi chrétienne. Oui, parce que c'est ça qui est assez sympa dans le récit, c'est que c'est pas manichéen. Non, pas du tout. Vous avez vraiment cette nuance dans le personnage, notamment le père Bernardino, qui lui n'essaye pas de passer par la violence pour évangéliser le peuple mexicain, mais qui a quand même sa foi chrétienne et qui se dit qu'il doit sauver des âmes. Exactement. Donc c'est assez ambigu. Et c'est vrai que parfois on sait pas trop où se placer par rapport à ce personnage et même par rapport au personnage principal, Antonio, du coup. Et moi je trouve que c'est... Oui, vas-y. Et selon vous, en fait, c'est quoi les points forts de Jean Dittard quand il aborde des thématiques historiques comme celle-là ? Qu'est-ce qui fait la différence entre son travail et celui d'autres auteurs ? Déjà, c'est son exigence par rapport à l'histoire. Là, il fait appel à un historien, donc on sent qu'il a vraiment envie de raconter cette histoire comme elle a été vécue. Tu dirais un peu comme dans Florida, par exemple ? Oui, complètement. Ouais. Oui. Mais encore plus que Florida, en fait, je dirais. Je dirais que c'est encore plus... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve que c'est encore plus exigeant. C'est plus exigeant. Après, c'est sûrement aussi parce qu'on connaît moins ce pan de l'histoire. Ouais, exactement. Et en fait, c'est vraiment une retranscription de ce que le père Bernardino il a écrit le Codex de Florence. Et en fait, le Codex de Florence, c'est une encyclopédie du monde aztèque. D'accord. Donc, et c'est vraiment ce qui est raconté dans cette histoire. On pourrait peut-être regarder un petit peu. C'est ce que j'allais dire. Et donc du coup, moi, ce qui m'a particulièrement plu, je pense que c'est tout. Attends, je veux juste que tu tiennes ça, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Il est lourd, hein, quand même. Ce qui m'a particulièrement plu, ce qui nous a particulièrement plu dans cet album, c'est le dessin. En fait, c'est hyper intéressant parce que vous voyez les personnages espagnols sont dessinés de cette façon et indiens
aztèques de cette façon. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc il y a un côté très naïf dans le dessin des Aztèques. Voilà, vous voyez. Alors qu'il y a un style beaucoup plus gravure à l'ancienne. Même sur la couverture, comme disait Mathilde, Ouais. en fait, tu vas voir, tu as le côté aztèque qui est colorisé et le côté chrétien en noir et blanc. Ouais. Et les personnages aussi sont colorisés d'une manière différente entre les aztèques et les chrétiens. C'est hyper bien fait. En fait, à chaque page, il y a des idées de mise en scène qui sont exceptionnelles parfois. Et vous voyez là, derrière, là, on devine le côté aztèque. Moi, je trouve que c'est une inventivité assez dingue. C'est une richesse graphique étonnante, quoi. En fait, ça apporte vraiment un plus au récit. Mais pas complètement. Juste, un procédé. Tu vois, quand Mathilde te montre les doubles pages où tu as énormément de dessins, tu te rappelles, on discutait de ça. Ouais. Parce que je te montre juste ça au cas où. Tu as un glossaire avec les glyphes, en fait, pour savoir ce que représente le dessin. Tu vas avoir. Alors, leur langue, je veux pas écorcher le mot, du nahuatl. Honnêtement, désolé pour la prononciation. Mais comme disait Mathilde, c'est hyper intéressant parce que tu as des doubles pages et en fait le dessin raconte une histoire. On n'a même pas besoin, limite pas besoin de dialogue en fait. Ça raconte vraiment l'histoire, c'est hyper intelligent. Je sais pas combien de temps il a pris pour écrire, pour écrire ce livre, mais ça se voit qu'il y a un énorme travail de recherche évidemment et aussi graphique. Franchement, moi c'est une belle surprise. Ça se lit pas en un quart d'heure clairement. Non, c'est un bon petit pavé. C'est un bon petit pavé et puis il faut prendre son temps pour bien assimiler toutes les connaissances dont il nous fait part. Énormément d'informations. Ouais, d'accord, donc gros coup de cœur. Ouais. Ok, génial. Et en fait, j'ai envie de faire une analogie avec Asano. Pour le côté auteur qui ne vend pas énormément, ce n'est pas un auteur qui a conquis le grand public, mais fabrication de livres assez extraordinaire à chaque fois. Ouais. On se souvient du J'accuse, qui était carrément un livre-objet. Ouais, ça c'était génial. Et là, Anahuac, c'est un beau livre format carré, avec un papier avec épais. les pages sont de bonne qualité. Donc c'est un auteur auquel je pense Delcourt est très attaché et lui offre les meilleures conditions pour son art. Ouais, exactement, ça se voit. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, alors juste, même si vous n'êtes pas porté sur l'histoire, moi ce que j'ai trouvé très touchant aussi, c'est de voir la relation entre le jeune Antonio et le père Bernardino. Comme on a dit, il y a une contradiction dans le fait de ne pas vouloir faire du mal aux gens et cette amitié qui va se créer entre les deux. Et je trouve que c'est une amitié assez touchante et puis qui va durer toute leur vie. Sur des décennies. Ouais, exactement. Tu me filmes dans ma galère de rangement du coup. Comme chaque semaine. Ouais. Non, mais là, désolé si c'est un peu redondant. Ah non, t'inquiète. Ah, tu triches. Bah là, je suis obligé. Là, franchement, regarde, filme aussi ce rayon si tu veux. Regarde comment on est obligé de tricher là. Ah, c'est moche ça. Là, c'est compliqué. L'homme qui plantait des arbres, tu vois, on peut plus rien décaler en fait. Bah là, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Ouais, on a un peu ric-rac. N'hésitez pas à commander. C'est un roman graphique du coup. Exact. Ah bah tiens, tout à l'heure quand on présentait la bande dessinée du même auteur, c'est celle-ci Florida dont on parlait. Donc, je crois que c'est vraiment Airborne aussi, tu vois, ça fait un moment je crois qu'il est sorti. Hugo, je te cherchais. On veut connaître ton coup de cœur là. Je me lave les mains et je te dis, il est ici. Regardez-moi ça, cette dose de douceur. Momo et Ichi. C'est mignon ça. Oui, ça change totalement. Non, j'ai vraiment bien aimé, j'ai surpris. Je crois que c'est une sortie de la semaine dernière. Je ne sais pas. Vachement sympa. C'est une ode à la campagne. On va suivre cette jeune femme qui est cadre dans une grosse entreprise, qui a réussi sa vie, qui a un bon salaire, mais l'ambiance est nulle. Ses collègues, c'est vraiment le travail. Elle ne peut pas poser de jour de congé, elle n'a pas une minute à l'être. Du jour au lendemain, elle lâche tout. Elle va rejoindre sa grand-mère à la campagne. Et c'est tranquille là, vraiment, elle va penser à elle, elle va penser à se reposer, profiter de la vie, ce qui est une bonne chose, je trouve. Et à un moment, elle va vouloir faire un pique-nique, elle va vouloir faire des croque-monsieur, c'est sympa dans la nature. Elle a oublié quelque chose à sa voiture, elle va y retourner, et en attendant, il y a deux jeunes filles, qu'on retrouve ici sur la jaquette, qui vont arriver et qui vont vouloir, ils sont curieuses, elles vont manger son croque-monsieur. Logique. Elle revient, du coup la femme revient et elle se demande qu'est-ce qui se passe. Les deux filles paniquent, ils veulent la tuer parce qu'évidemment elle les a surpris, c'est pas bien. Et de fil en aiguille, ils vont juste faire un pique-nique tous ensemble. Ils vont faire la sieste. Elle va se réveiller un peu avant les jeunes filles d'à côté et en se réveillement, l'une des deux filles s'est transformée en tanuki.
C'est une espèce de petit chien ou raton laveur. Ouais. Et l'autre s'est réveillé, comme on la voit, avec ses oreilles de kitsune, donc de renard, et sa queue de renard. Et elle est totalement perdue, elle se demande ce qui se passe. Et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment très mignon. On va être sur la campagne, sur la beauté, sur la douceur, avec une bonne dose de rigolade avec ces deux jeunes filles. Ça va être ce mélange entre filles citadines qui retournent à la campagne et ces deux esprits du folklore japonais qui vont vouloir être curieux. Oh, c'est quoi une voiture? C'est quoi un smartphone pour le smartphone? Parce qu'ils n'arrivent pas à prononcer. C'est vraiment très mignon, c'est très très détente. Je vais vous montrer quelques planches. Voilà, c'est toujours très joli, c'est toujours très contemplatif. Voilà, ça c'est leur forme animale. J'adore, c'était vraiment très mignon, c'est très touchant, c'est très très beau. Je le conseille vraiment, il n'y a pas d'âge, lisez ça quand vous êtes fatigué, quand vous en avez marre, quand vous voulez un peu de douceur. Exactement. Et de légèreté, j'ai C'était l'impression. vraiment une très très bonne découverte, très très bonne surprise. Momoichi, je l'ai lu ce midi pour faire un peu de contraste avec la mignonitude, on va parler de Shin Tokyo. Comment on pourrait définir ça? C'est un monde au sein de notre monde où sont envoyés tous les meurtriers. C'est gros contraste. Et les meurtriers sont envoyés dans l'Underworld pour expier leurs crimes, pour expier leurs péchés. Un professeur va être amené à se suicider. C'est vraiment, c'est pas gay. C'est deux salles, deux ambiances. Va être amené à se suicider à cause de ses élèves. Il va être poussé à bout. Et toute la classe va, entre guillemets, mourir et être envoyée dans, du coup, le Tokyo Underworld en tant que meurtrier. Et les 32 élèves vont devoir survivre. Il va y avoir plusieurs... je sais pas si c'est des jeux ou si c'est des épreuves. Ils vont devoir aller à la Tokyo Sky Tree, je crois, la grosse tour de Tokyo. Une fois arrivés, ils seront normalement libérés, réenvoyés dans le monde actuel et expiés de tous leurs crimes. Pour y arriver, du coup, il va y avoir énormément d'épreuves, il va y avoir des gens qui vont mourir, il va y avoir beaucoup de choses à dépasser, il va falloir affronter les enfers, entre guillemets. J'ai bien aimé. Très bon tome d'introduction. Mangetsu a sorti les 2 tomes d'un coup. Je vous le montre ici. Alors, au début, je pensais que ça allait être un manga vraiment horrifique. Pas forcément. C'est vraiment un très bon manga d'action. Alors, il y a un peu de violence, il y a un peu de combat. C'est normal, du coup, c'est des meurtriers qui doivent échapper à la réalité. Bonne surprise aussi. Ça se dévore facilement, j'ai vraiment bien aimé. Fini en 12 tomes, je trouve que c'est relativement court. Je vous invite à le lire si vous aimez bien du coup un peu les jeux, les actions survie. Bah, génial. On va alimenter la chaîne YouTube. Hein. Ah bah ouais, Attends, elle peut se faire toute seule. quelques bouquins à ranger. 2-3. Un petit peu. Pas Si on beaucoup. ferme les yeux, ils sont Si pas on là. ferme les yeux, tu les vois pas. Ça va. J'aime bien cette mentalité. Eh ben, c'est vrai. Si tu les vois pas, y a rien. Tu les vois pas. Après, c'est quand tu tapes dedans, quoi. Ouais, là, tu tapes le pied dedans, là, Tu ça te picote un peu. réfugies Quoi. T'avais bien aimé Tokyo Ghoul? Vous avez vu? Ok. Alors, tu suis ce jeune lycéen qui va tomber un moment sur un hôtel au Japon, habité par une divinité. Et au début, il va se demander est-ce que c'est vraiment une divinité? Mathilde, c'est le moment le plus attendu de tout le vlog, c'est le moment du tirage au sort des gagnants pour les 3 exemplaires des Terres d'Inuma parus chez Soleil que nous vous offrions la semaine dernière. Oui, alors c'est parti, je vais tirer au sort la première personne. Suspense. Stéphane, tu remportes un exemplaire des Terres d'Inuma. Bravo Stéphane, Bravo, on a encore Stéphane. oublié les confettis, tout ça, franchement. Ouais, la prod, que fait la prod? Je vais la mettre en post-prod, c'est encore mieux. Hop, je retire au sort. Vincent N. Bravo Vincent, Vraiment Vincent. on attend toujours une femme. Je suis désolée, hein, pourtant vous êtes dedans. Ronan L. Oh, bon bah bravo Ronan. Je rigole, bravo Ronan. À bientôt et puis j'en profite. Je profite d'être devant la caméra pour vous parler de notre newsletter. Est-ce que vous savez qu'on envoie 2 newsletters par semaine? Une newsletter manga et une newsletter BD. Voilà, dans lesquelles vous allez retrouver nos coups de cœur, le planning des sorties, le top des ventes, etc. L'actu de la boutique, les ex-libris, les dédicaces. Non, je rigole, on fait plus de dédicaces. Si ça vous intéresse de suivre l'actu de la boutique, vous pourrez retrouver un lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire soit à la newsletter manga, soit à la newsletter BD, soit aux deux, si vous voulez. Voilà. On agrandit la librairie. Hugo, ça tombe très bien que tu sois là. Donc je vais faire comme si j'avais pas entendu ce qu'il m'a dit sur l'agrandissement de la librairie. J'aimerais beaucoup qu'on parle d'un coup de cœur commun en manga. C'est vrai. Ouais.
Et ça, c'est beau. Ça, c'est une nouveauté de Derrière les fagots. C'est sorti en 1980 70 70 Je sais Sans que je plus. mette une astérisque. Voilà. Voilà. Ah, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait faisait longtemps, longtemps c'est qu'on vrai, avait c'est vrai. Bon, alors, 73. 73. Merci Hugo. C'était déjà sorti en France chez Vertige Graphique. Il y a eu plusieurs éditions différentes, hein, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est en 10 tomes? Cette édition-là sera en 10 tomes, tout à fait, chez le Tripod. Ça s'appelait avant le Gan d'Hiroshima, enfin Gan d'Hiroshima, et maintenant ça s'appelle Gan aux pieds nus, qui est la traduction. Littéral. Au Japon, ça s'appelle du coup Gan aux pieds nus. Avant, on ne sait pas pourquoi, il y en a eu une nouvelle, comme beaucoup de titres. Pardon, je prends un exemplaire. Ok. Et du coup, on a une réédition et une traduction. Ah, il y a une retraduction, d'accord. Je crois qu'il y a vraiment tout un nouveau travail sur cette édition-là. Et ça fait plaisir parce qu'elle était très attendue, elle était très voulue par beaucoup de collectionneurs, beaucoup de passionnés du manga. Ça fait Et- quelques années que régulièrement Ouais. on nous demandait au magasin est-ce que vous avez les tomes. Alors le tome 1 se trouvait encore, moi j'en avais Oui. encore il n'y a pas si longtemps, mais pour trouver la fin de la série c'était impossible. C'était que de la spéculation sur internet, donc on est très content d'avoir enfin cette réédition, et à juste titre je trouve, parce que l'histoire est très belle, très touchante. On va suivre une famille à Hiroshima. C'était Hiroshima. jeune d'Hiroshima. On suit une jeune famille à C'était écrit dans le Hiroshima, titre. c'est vrai, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui, on ne comprend pas, est contre la guerre. Ouais. C'est une pensée qui est à l'époque totalement... Ah bah qui va à l'inverse de. Ah oui, du c'est reste de la contre-patriotique, population, mais ouais. du coup, justement, ils vont se faire harceler, ils vont se faire Ouais. critiquer, ils vont se faire tabasser, on va leur jeter des pierres, c'est vraiment cruel, parce qu'ils veulent la paix, parce qu'ils ne veulent pas mourir. Ouais, alors en fait, c'est surtout le père, Oui. d'ailleurs, hein, qui est vraiment C'est vrai. un pacifiste acharné et qui veut entraîner le reste de sa famille, donc sa femme et leurs 3 enfants, C'est ça. dans ce combat, cette lutte contre la guerre. Sauf que le reste des habitants d'Hiroshima sont des fervents défenseurs de leur patrie et ils estiment que ce sont des traîtres à la nation. Voilà. Et comme tu dis. Je trouve ça honteux, je trouve ça très touchant, très dur. Mm. C'est pas une lecture facile, mais c'est intéressant de voir la mentalité qui pouvait avoir lieu à cette époque très sombre, très, très cruelle, Ouais, complètement. et à quel point les gens peuvent être bêtes. Ah bah ouais, mais là, c'est de la bêtise humaine. Ouais, c'est la propagande, c'est le Ah oui. sentiment d'appartenance à un pays poussé à son paroxysme, qui fait que ces gens ont été victimes de ce sentiment de patriotisme C'est vrai. exacerbé, quoi. Pour replacer un peu dans le contexte, j'aime bien en fait citer le bandeau, comment tu appelles ça toi? Le hobby? Le hobby. Le hobby signé Art Spiegelman, l'auteur de Maus, qui dit « Gen me hante ». Moi, je sais pas, quand j'ai lu ça la première fois, ça m'a donné des frissons en fait. Oui. Parce que Spiegelman, c'est lui qui a dessiné Maus, dans lequel il racontait l'histoire de son père qui a vécu les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et bien, Keiji Nakazawa, le créateur de Gen aux pieds nus, bah lui, il a vécu aussi la Deuxième C'est Guerre ça. mondiale. Ouais. C'est un enfant d'Hiroshima. Pareil, je voudrais revenir sur ce qui est écrit à la fin de l'œuvre, en fait, où l'auteur, en fait, explique ce qui s'est passé pour sa maman, qui est morte après une longue maladie dans les années 60. Et il dit, quand il va au crématorium pour récupérer ses os, comme le veut la tradition japonaise, il est sous le choc. Il ne trouve que des cendres. Les radiations ont doucement rongé les os de sa mère au fil des ans, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Voilà. Ça montre un petit peu le traumatisme vécu par ce peuple, par ces humains comme nous, qui ont été victimes de l'acharnement américain pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, très fort. Oui, je sais pas comment rebondir ça. Non, mais on peut. Il y a un dessin animé qui est très connu au Japon qui s'appelle Le Tombeau des Lucioles. On peut un petit peu comparer Gen aux pieds nus au Tombeau des Lucioles, mais dans Gen aux pieds nus, il y a quelque chose de beaucoup plus viscéral. Je trouve que ça prend aux tripes d'une façon phénoménale et beaucoup plus crue que dans le Tombeau des Lucioles qui, même si c'est extrêmement émouvant, arrondit un peu les angles, quoi. Je l'ai jamais vu, donc je peux pas dire. Bah, Là, je te franchement, fais je confiance. t'invite à le regarder, c'est un film exceptionnel, mais là ça va encore plus loin dans la dureté de ce qu'a vécu le peuple japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et ce qui est intéressant, ce que je trouve aussi sympa, c'est que le Tripod a sorti les 2 premiers tomes d'un coup. Donc si vous voulez vraiment vous plonger dans cette histoire crue, mais vraiment très intéressante, allez-y. Enfin, les 2 d'un coup, ça fait des heures de lecture. Merci Fabien pour la très belle commande. Les Indes Fourbes, La Terre Verte et Fantasy. Je crois que c'est 3 coups de cœur de la librairie. Ça va clairement, là. Merci beaucoup. Un homme de goût. Exactement. Merci beaucoup. Thomas, tu voulais qu'on remette celle-ci en avant? Si
tu trouves une place, oui, mais sinon, Ok. pas d'obligation. Hein. Ok. Je vais voir ça. Tac. Bah, je place déjà les autres et je verrai pour celle-ci. Ouais. Ouais, s'il n'y a qu'un exemplaire d'un titre, Oui. on mettra celui-ci à la place. Et puis, tu veux pas qu'on essaye de vendre l'accident de chasse? Ah si. Bah magnifique. Bah achetez-le, c'est magnifique. Voilà. Tu peux développer? Ouais, l'accident de chasse. Alors j'essaie de me remémorer un petit peu l'histoire vu que ça fait un petit moment. Ça va être l'histoire d'un jeune homme qui va devoir retourner vivre chez son père. Son père lui a toujours raconté qu'il était devenu aveugle lors d'un accident de chasse, d'où le titre. Et ce jeune homme, au fur et à mesure que le temps passe, va commencer un petit peu à dévier. Et un jour, il va être ramené par la police chez son père. Et là, son père, qui voit son fils un peu partir en vrille, décide de lui raconter son histoire, comment en fait il est réellement devenu aveugle. Donc c'est une histoire très tranche de vie qui parle surtout de la relation père-fils, et notamment aussi de la littérature, parce qu'en fait son père, on va découvrir, alors je n'en dévoile pas trop, il va faire la rencontre justement d'un côté tenu qui va surtout lui parler de l'enfer de Dante. Et à partir de là, comment lui, la littérature a pu, on va dire, le sauver du chemin qu'il suivait. Donc super histoire, tranche de vie, vraiment relation père-fils, et avec, on va dire, une ode à la littérature. Ouais, tout à fait. Dans le milieu carcéral aussi. Ouais, dans le milieu carcéral, ouais. Et puis, visuellement, c'est un style... non, tu peux... Je vais montrer quelques pages. Ça ressemble à de la gravure un petit peu. Hein. Ouais, c'est Tu vois. magnifique. Alors là, C'est extrêmement noir. Hein, Exact. Et je vous en ai parlé, alors désolé pour le petit pitch, hein, mais ça faisait des années que je l'avais lu, vu qu'elle est sortie il y a quoi? Il y a maintenant Il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ouais. Et non, mais c'est une super histoire. Après, à vous de voir au niveau du dessin. Moi, j'ai toujours eu soit des gens qui ont été conquis, ou d'autres personnes, il y a un côté très noir et blanc, tu vois, ce côté très hachuré. Ouais, mais en tout cas, visuellement, il y a toujours plein d'idées de mise en scène en fait. Je trouve que c'est hyper inventif. Mais d'ailleurs, on peut rappeler à ce titre-là, parce que c'est vrai que visuellement c'est inventif, qu'il y a des idées de mise en scène, mais à la base, c'était un storyboard pour un projet de film. Ouais. Le film n'ayant jamais été tourné, c'est devenu l'album que vous voyez là. Et petite anecdote aussi en plus, du coup. Encore une? Et encore une, c'était du coup, c'est un pote qui parlait à son ami dans un bar et qui lui a raconté l'histoire de son père et qui lui a dit qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver un moyen de raconter cette histoire. Donc à la base c'est vraiment une discussion entre deux copains dans un bar, celui qui parle de l'histoire de son père, et en découle ce super album. Donc, Qui a décroché le Fauve d'Or à Angoulême 2020, quand même. c'est ça. Donc n'hésitez pas, franchement super récit. Voilà, comme ça nous permettrait de faire une place sur l'étagère pour mettre Aussi. à la recherche de Peter Pan. Ouais. On ferait deux bonnes actions en fait. Guillaume il m'a dit d'en prendre 3, mais si... Et toi tu fais que le truc audio? Attends, je vais faire. Après c'est peut-être une... Ouais, peut-être on l'a mal écrit. Ce serait celle-là. Attends, je vais appeler Thomas, hein, sinon. Ah, c'est celle de Lemire en plus. Ah bah oui, mais c'est sûr, je l'ai aimé. Collection Vertigo de luxe. Je l'ai pas lu, mais je sais déjà que je vais aimer, tu vois. C'est pratique ça. Ouais. Mais c'est pour une thématique cachée, on n'en parle pas plus. J'ai appelé Thomas. Alors du coup pour la vidéo, le speech. Je te casse ta vidéo. Et l'autre c'était l'orfèvre. Une arme à Trillium, une incommandable. Thomas, quand tu me parlais de Trillium en BD, c'était celle de Jeff Lemire? Ah, parce qu'elle a un dispo. Oui. Ils ont tous entendu ton cri de détresse du coup. Donc je sais que tu voulais nous montrer quelques goodies, un manga. Ah bah, justement. On a reçu une plaque Blue Lock pour tous les fans. C'est offert pour l'achat d'un tome de la série Blue Lock et d'un tome chez Picard. Ok, trop bien. Pour aussi, alors la grosse nouveauté, j'étais pas là, mais on a reçu le nouveau titre de Inyo Asano. C'est des patchs, je sais plus ce qu'on appelle ce qu'on coud sur les vêtements. Pareil, est-ce qu'il y a une condition? Non, je pense que c'est juste offert pour un tome de Inyo Asano. N'hésitez pas. Mettez-le en commentaire si jamais, comme ça nous on y pense toujours. Et pour le nouveau tome, je crois que c'est le tome 15 de Spy X qui est sorti, un lot de post-it, je cherchais le mot autant pour moi, avec les héros de Spy X Family. Petite fille, grand garçon, grande fille, je n'ai pas lu Spy X. Bah bravo. N'hésitez pas, marquez-le nous, les goodies sont pour vous. Mathilde, ça tombe très bien que tu sois là parce que je voulais vous présenter cet ouvrage intitulé Deadpool vs Wolverine, donc très très bon programme, n'est-ce pas,
qui vous est offert dans le cadre du Marvel Day. Ce qui signifie que pour toute commande passée sur librairiebd16.fr ou alors directement en magasin, pour l'achat de 3 Marvel Poche ou de 2 Marvel Must Have, nous vous ferons le plaisir de vous remettre ceci. Voilà. Bon, ça c'était pour le cadre promo. Et maintenant, je voudrais voir avec vous les sorties de la fin de semaine, celles que nous ne pourrons pas vous présenter concrètement, physiquement entre les mains. Nous aurons donc quelques titres très importants. Il s'agit tout d'abord de Derindu. Alors comme ça ne vous dit rien, c'est un titre qui paraît chez Air Libre et qui est signé du grand Guillaume Sorel, l'auteur entre autres de L'Île des Morts ou de Algernon Woodcock. Visuellement, vous verrez, c'est splendide. C'est aussi lui qui avait fait, il y a quelques années, l'adaptation en BD des derniers jours de Stefan Zweig. Ça vous dira peut-être quelque chose. Voilà. On aura aussi Je suis un ange perdu de Jordi Lafèvre. C'est tout simplement une nouvelle aventure de l'héroïne que nous avions suivie dans Je suis leur silence, ce polar qui se passait à Barcelone. Très attendu. Très attendu. Et puis, peut-être le titre que moi j'attends plus sur la fin de semaine, c'est Le Maître des Caraïbes. C'est tout simplement une œuvre de Lupano et évidemment de Léonard Cheminot, les deux auteurs qui avaient signé ensemble La Bibliomule de Cordoue. Autant dire qu'il y a une très grosse attente dessus. Je n'ai aucune info sur l'histoire, je sais juste que ça se passe dans le monde de la piraterie. Donc comme ça, Jonathan pourra compléter sa collection de récits de pirates. Et en tout cas, on l'attend avec impatience. Voilà. Bon, je crois qu'il est temps de passer aux dédicaces des commandes du mardi, puisque comme vous le savez, dans notre vlog, tous les mardis, les gens qui passent une commande sur le site, eh bien, ils passent également en vidéo. Donc un grand merci à Carole de Charmeil, qui nous a rejoint récemment et nous a laissé un message super encourageant. Merci à Madjoujou, une fidèle de la commu WhatsApp BD16, qui nous rappelle que les femmes sont aussi fans de BD. Oui, parce que y en a marre qu'on dise la BD c'est un loisir de mec. Il y a aussi plein de femmes qui sont fans de BD, donc merci à Madjoujou. Merci à Tommy qui nous a commandé du Drôme et du Asano, ça fait plaisir, c'est le sang. Merci à Legoshi, fidèle des fidèles, que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur YouTube. Merci à Mathieu C dans l'Ain, qui me donne plein de conseils musicaux et qui nous a décomposé sa commande en 4 parties. Je crois que même Gwen n'avait jamais osé, donc merci à toi Mathieu. Merci à Twenty en Belgique, qui nous a laissé un long message pour sa première commande. Donc franchement, c'était hyper touchant. Merci à lui. Merci à Clément de Pantin, avec qui j'ai également discuté par mail, il se reconnaîtra. Merci à Boris pour sa commande d'Hirayasumi, il a commandé 2 tomes, donc il a eu droit à un Paper Toys, vous savez, la petite maison de d'Hirayasumi. Il nous en reste, pour ceux qui le souhaitent. Merci à Jean-Baptiste, qui s'est laissé tenter par la magnifique intégrale d'Aaron, et qui a donc obtenu son très joli Ex Libris, numéroté par Mathilde elle-même. Et enfin, merci à Laurent N, qui a commandé du Guerre de Lucas et du Terre Verte notamment. Si, juste une chose, j'oublie, un grand merci à Julien Z, on se connaît depuis l'époque Discord, il nous a passé une commande samedi dernier, mais bon, voilà, j'étais obligé de le citer. Merci à tous, et puis merci beaucoup de soutenir cette librairie. On a besoin de vous, on a besoin de vos commandes, on a besoin que vous vous abonniez, que vous commentiez, que vous likez, donc merci à tous.